Bienvenue sur les héros de la vente. Si vous voulez progresser sur les fondamentaux de la vente et devenir un top vendeur, vous êtes au bon endroit. Cette saison 2 se veut sans fioriture. On va commencer l'interview. Mais avant ça, je tenais à vous inviter à consulter nos livres blancs sur les meilleurs outils et formations pour les commerciaux sur vive.fr. V-Y-F-E. Vous pourrez en profiter pour jeter un œil sur notre technologie d'entraînement vidéo qui permet de filmer et d'analyser vos visios, rendez-vous téléphoniques, pitch et formation pour devenir hyper efficace dans votre communication et accélérer considérablement votre taux de transformation et votre cycle de vente. Bon épisode! Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode des Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'accueille Jean-Philippe Cugnier. Jean-Philippe qui est conférencier et spécialiste du Sales Enablement. Jean-Philippe, bonjour. Bonjour Alexandre. Donc Jean-Philippe, oui. Je suis obligé de t'interrompre. Tu viens d'utiliser déjà un terme de jargon que tout le monde ne comprend peut-être pas, le terme Sales Enablement. Ouais. Mais bon, on va avoir l'occasion d'en parler, c'est super. Oui, je compte sur toi justement pour nous expliquer ce que c'est. Parfait. Alors, Avant ça, Jean-Philippe, du coup, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs ? oui, bien sûr, j'ai la chance d'avoir à la fois une vie dans le domaine du marketing et une longue vie également dans le domaine de la vente, puisque j'ai été directeur commercial dans un grand groupe américain, le groupe Dow Jones, qui se trouve être un groupe de data financière. Donc j'étais aussi plongé dans toutes les problématiques autour des données, et je dirigeais 18 personnes dans 8 pays d'Europe pour commercialiser ces données financières aux grandes banques internationales. Donc, ce qui est fabuleux, c'est que j'ai vraiment découvert toutes ces cultures commerciales, les différences de culture commerciale. On ne vend pas de la même manière en France qu'aux États-Unis, qu'en Angleterre, qu'en Italie ou qu'en Hollande, par exemple. Donc, c'est une expérience qui était très enrichissante. Oui, ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode d'ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Et puis j'ai travaillé dans le domaine du marketing, puisque j'ai dirigé 2 entreprises dans le design produit et dans les études consommateurs, c'est-à-dire du marketing. Donc en général, les marketeurs pensent que je suis un marketeur qui comprend bien la vente et les commerciaux pensent que je suis un commercial qui comprend plutôt bien le marketing et les outils. D'accord, merci pour cette introduction. Aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder, ce sont les blocages à la modernisation des forces de vente. Et tu vas nous expliquer pourquoi c'est un thème qui est cher à toi. Et justement, tu vas pouvoir nous introduire grâce à ce sujet le Sales Enablement et d'autres thèmes. Donc pourquoi c'est un sujet que tu voulais traiter, Jean-Philippe ? Parce qu'en fait, il y a une sorte de frustration passionnante. Je participe à de nombreuses sales kick-off pour motiver des équipes commerciales. Je passe des heures à coacher des équipes marketing, à chercher, à réfléchir à l'impact de nouveaux outils sur les processus commerciaux B2B. Et je me rends compte qu'en fait, c'est pas plug and play, c'est pas une chose qu'il faut changer dans une équipe commerciale B2B pour entrer dans l'ère de la vente, de ce que j'appelle la vente moderne, pour moderniser les forces de vente. Il y a vraiment, c'est tout un puzzle, quoi. C'est un peu comme un médecin qui doit regarder son patient de manière holistique, regarder tous les aspects et changer des choses. Donc, il y a des blocages un peu partout. On va en parler et il faut arriver à, voilà, j'essaye d'être, tiens, si on compare aux professions de la santé, un chiropracteur qui enlève les blocages dans une organisation commerciale pour que tout fonctionne de manière efficace. D'accord, donc le fil rouge un peu de ce sujet, aujourd'hui, la modernisation des forces de vente, et notamment les blocages qui empêchent les forces de vente à la modernisation, c'est notamment le digital, j'imagine. Tu nous as parlé de marketing. Oui, le digital, c'est important parce que ça permet de fluidifier les processus commerciaux, d'accélérer les processus de prospection, d'automatiser, mais pas trop, parce que évidemment, les acheteurs veulent une relation qui soit humanisée, mais d'automatiser certains processus sans en faire une mitraillette qui prospecterait à tout va de manière incompréhensible. Donc, oui, le digital, c'est très important, mais pas que. On peut utiliser un outil et on peut avoir un outil et ne pas savoir l'utiliser, et à ce moment-là, se faire un trou dans le pied, se tirer une balle dans le pied. Donc, la vente évolue plus vite que jamais, tout change. Oui, il y a le digital,
mais il y a aussi le contenu marketing, le content marketing ou l'inbound, selon le jargon qu'on utilise, une matière marketing où tout était constitué jusqu'à présent de livres blancs, vidéos, d'articles de blog, mais voilà, le content marketing s'étend désormais à toutes les interactions, toutes les conversations qu'il peut y avoir. Les marchés sont des conversations, toutes les conversations qu'il peut y avoir entre les salariés et votre marché. Un peu comme en politique, faut-il désormais créer des éléments de langage pour les commerciaux? Faut-il et puis il y a les réseaux sociaux, digital, oui, c'est aussi les réseaux sociaux. La première bonne impression, on dit parfois, on n'a qu'une seule chance de faire une première bonne impression. Mais la première bonne impression, elle est désormais digitale. Vos prospects comprennent si vous allez leur apporter de la valeur avant la première rencontre physique par votre rapport de valeur sur les réseaux sociaux, le digital. Donc, voilà, il y a les outils digitaux, il y a les réseaux sociaux, il y a les conversations. Les réseaux sociaux permettent de nouer un contact de qualité avec une quantité phénoménale de décideurs, à condition d'avoir une conversation utile pour vos prospects. Donc, poser les bonnes questions pertinentes qui feront avancer la réflexion des clients, c'est désormais plus important que de poser les questions de qualification des besoins habituels que posent les commerciaux et qui ennuient les acheteurs parce qu'ils se retrouvent face à des commerciaux qui sont prévisibles. Donc, il y a un nouveau savoir-être sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est un ensemble de choses. Lorsqu'un interlocuteur récite un discours prévisible, identique à lorsqu'un commercial a un discours prévisible avec des questions standardisées qui sont identiques à celles de ses concurrents, ben, ça fait fuir tous les interlocuteurs qui cherchent une valeur ajoutée. Donc, en fait, voilà, c'est vraiment sales tech, quels outils, sales technologies, sales process, comment ça réinvente le processus commercial, sales conversations, quelle conversation, quelle expertise et quelles questions pertinentes les commerciaux doivent avoir. C'est toute une réinvention qui touche toutes les facettes de la vente. Ouais, donc plus que jamais, les fonctions marketing et les fonctions vente sont dans cette modernisation appelées à collaborer de manière très importante ensemble. Ben, elles doivent collaborer de manière étroite sur des objectifs communs avec un contrat de confiance et un contrat d'objectifs et de moyens très très clair. Et à chaque fois en fait qu'il y a une faiblesse dans la vente, on invente un nouveau mot. Ouais. Donc un des mots c'est le smarketing. Smarketing, c'est Sales and Marketing Alignment, c'est l'alignement Sales and Marketing. C'est juste de mettre les mecs dans la même pièce et de leur dire attendez, arrêtez de faire votre truc dans un coin et puis que l'autre soit pas au courant. J'étais il y a pas longtemps dans un grand groupe télécom, je vais pas le citer, mais un grand groupe télécom, je me retrouve en formation avec une journée de sensibilisation, je me retrouve avec 12 commerciaux et 2 marketeurs. Et je leur dis, et je dis aux marketeurs faites-moi confiance, pouvez-vous les marketeurs m'avaient dit qu'ils faisaient des livres blancs. Ils venaient faire un livre blanc sur la ville connectée. Les commerciaux étaient censés s'approprier ces livres blancs pour les utiliser comme un argument de conversation auprès de leurs clients et de dire aux clients voilà notre position, voici. En plus, ce livre blanc incluait certaines interviews de décideurs importants sur le marché. C'est un outil pour aider les commerciaux à engager la conversation. Et je dis à ces 2 marketeurs, faites-moi confiance s'il vous plaît quelques secondes. Pouvez-vous mettre la main sur vos yeux, donc cacher vos yeux. Et j'ai demandé à tous les commerciaux, les marketeurs ne faisaient que entendre, mais ils ne voyaient pas ce qui se passait. Je leur ai dit, pouvez-vous, est-ce que les commerciaux qui ont déjà lu le livre blanc qui est paru il y a 2 mois, que le marketing a produit il y a 2 mois, le livre, est-ce que ceux qui l'ont déjà lu, est-ce que ceux qui savaient qu'il existait peuvent lever un peu la main? Ceux qui l'ont ouvert, levez un peu plus haut la main. Ceux qui l'ont lu un peu, 1 ou 2 pages, lèvent la main un peu plus haut. Et ceux qui l'ont lu entièrement lèvent la main tout à fait au plafond. Et là, on s'est rendu compte que sur les 12 commerciaux, il y avait 2 bonhommes qui commençaient timidement à bouger leur main droite, quoi, que personne ne l'avait lu. Donc, vous avez d'un côté des marketeurs qui font du bon boulot, mais qui n'aient pas forcément les armes et les munitions utiles pour la conversation commerciale, et vous avez de l'autre côté les commerciaux qui disent « Ouh là là,
j'ai pas que ça à faire que de lire des livres blancs de 15 pages. Donc, je pourrais pas en parler à mes clients, mais c'est pas grave. J'enverrai un mail à mes clients en leur disant qu'on a fait ce livre blanc avec un lien, et puis c'est eux qui vont l'ouvrir. Alors qu'en fait, les acheteurs s'attendent à ce que les commerciaux aient plus de vocabulaire et sachent parler de tout ça. Donc, comment on réinvente un process vente moderne avec ça? Eh bien, tout simplement, le marketing produit des livres blancs tous les 3 mois. Et j'ai suggéré le fait que le marketing décide à l'avance. En plus, ils avaient un planning décidé à l'avance des 4 prochains livres blancs. Donc, je leur ai dit, vous dites aux commerciaux quels sont les 4 livres blancs que vous allez faire dans l'année qui vient. Vous expliquez le sujet aux commerciaux. Vous dites aux commerciaux, on a besoin pour ce livre blanc, nous, au marketing, d'interviewer 3 décideurs importants dans chaque livre blanc. Vous avez, vous, commerciaux, besoin de nouer des relations au niveau du COMEX avec des grands groupes et des grands décideurs, mais vous n'arrivez pas à atteindre les COMEX, eh bien, on va jouer à la courte échelle. Et si vous appeliez les grandes entreprises en disant, je vous appelle non pas pour vous vendre quelque chose, mais vous appelez des interlocuteurs qui n'arrivaient jamais à joindre en leur disant, voudriez-vous être interviewé dans ce livre blanc? Si c'est vous qui prenez ce rôle marketing d'aller chercher les décideurs, si vous savez avant même la conception de ces livres blancs, expliquer ces livres blancs aux acheteurs, aux prospects, les impliquer pour qu'ils soient interviewés, vous arriverez à nouer une relation qui montrera votre expertise et votre intérêt pour des sujets communs avec des décideurs de grands groupes qui jusqu'à présent étaient inaccessibles. Et ensuite, on va interviewer ces décideurs. Si vous voulez venir, vous venez. On publie le livre blanc, vous saurez ce qu'il y a dedans. Vous saurez l'expliquer à tous vos clients et vous leverez la main au plafond la prochaine fois qu'on vous interrogera. Ouais, tu parles de livre blanc, ça pourrait être aussi très bien un podcast. Un podcast, un contenu, c'est-à-dire avoir une conversation qui soit pas juste quel est votre besoin, avez-vous ceci, cela. Enfin, beaucoup trop de commerciaux sont prévisibles et les acheteurs disent j'aurais pu me passer de la dernière. Je me suis toujours demandé quelles seraient les notes. Vous savez, on note Uber, le chauffeur Uber note le passager note le chauffeur. On est dans cette ère du rating, de la notation. J'ai toujours été intrigué par le fait que, imaginons qu'à chaque fois qu'il y a une interaction commerciale entre un commercial et un acheteur, que ce soit un email, un coup de fil, ce qu'on veut, un rendez-vous physique, on ait une notification qui apparaît sur le téléphone de l'acheteur et du vendeur en disant à votre avis, l'interaction que vous venez de vivre entre vous a-t-elle été utile? Et je pense que beaucoup d'acheteurs parfois répondraient oui, bof, sur une échelle de 0 à 10, répondraient 2, 3, 4. Voilà, le rendez-vous a été trop long, la présentation m'a fait perdre du temps, on n'est pas allé droit au but, il semblait ne pas comprendre exactement ma problématique, le commercial ne m'a pas aidé à avancer follement dans ma réflexion, dans la résolution de mes problèmes. Le commercial est trop agressif, etc. Enfin, ce serait intéressant d'avoir ces data. Ouais, ce que tu dis, c'est bien expliqué dans un bouquin qui s'appelle La prodigieuse machine à vendre de Chet Holmes. Je ne sais pas si tu l'as lu, ce bouquin. Non, j'avoue que là, tu me scotches. Non, je ne l'ai pas lu. Je te le conseille, je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Et en fait, il explique justement dans ce livre que les commerciaux, effectivement, plutôt que de parler en termes de découverte, etc., doivent se rapprocher des données de leur marché, devenir des experts sur ces données. Et pour créer des conversations avec leurs prospects, et tu parles des top dirigeants, et c'est exactement ce qu'il explique dans ce bouquin, c'est de leur communiquer ces données qui vont leur être utiles dans leur travail. Et c'est beaucoup plus simple quand tu arrives en tant qu'expert de ton domaine à ensuite vendre une solution que faire du démarchage classique en expliquant que ton produit c'est le meilleur du marché. Oui, d'autant absolument. Alors, on va échanger nos listes d'achats de livres. J'en achète beaucoup et il y a beaucoup de choses. Mais merci beaucoup de ce conseil. En fait, il y a beaucoup de commerciaux qui disent oui, mais je n'ai pas été embauché pour ça, je ne suis pas compétent pour ça, je ne sais pas avoir une expertise sur le sujet. Ou alors c'est l'entreprise qui dit non. Oulala, mes commerciaux, ils savent pas parler de ça. Faut leur adjoindre quelqu'un qui saura parler de ça. Et donc, on se repose dans cette situation avec des commerciaux qui ne savent pas parler de tout ça.
Euh, oui, il faut créer de la valeur. L'ère guerrière de la vente est terminée. Le commercial n'est plus un homme qui s'assoit en face de l'acheteur, tel un chasseur regardant sa proie dans le noir des yeux, mais à côté comme un partenaire voulant aider l'entreprise qu'il visite à atteindre un objectif professionnel. Donc, rien que comprendre, vous m'achetez des serveurs informatiques, la société SpaceX achète des microprocesseurs à Intel, ok, mais la problématique générale, c'est pas juste avoir des ordinateurs qui vont vite. La problématique générale, c'est la problématique de l'acheteur. C'est la raison pour laquelle il vient au boulot le matin, c'est quand est-ce qu'on va aller sur Mars, est-ce qu'on va tenir notre planning pour arriver à envoyer des hommes sur Mars. Donc, il faut que les commerciaux aient un objectif commun avec le marketing en interne, et que les uns travaillent avec les autres, les uns pour les autres de manière complémentaire sur des objectifs bien précis. Mais il faut aussi que les commerciaux travaillent sur les objectifs de leurs clients et comprennent ces objectifs. Donc il faut une expertise métier. Et comme beaucoup de commerciaux, moi quand je suis en face de commerciaux qui me disent ah oui mais je n'ai pas cette expertise métier, il y a des astuces, il y a des choses incroyables comme par exemple l'art du questionnement. Ouais, le fait de poser une question pertinente. Ouais, c'est d'ailleurs un des épisodes qui est le plus écouté sur le podcast. Voilà. C'est les pouvoirs des questions. Et le pouvoir des questions. Ouais. De dire, je ne comprends pas tout votre métier, monsieur le client, mais pourquoi est-ce que ça, expliquez-le-moi, j'ai envie de comprendre. Eh bien, quand la question ne ressemble pas à une question basique de qualification des besoins, eh bien, on obtient des conversations très enrichissantes. Et quand on déroule le fil du raisonnement du client, eh bien, au bout du fil, au bout de ce raisonnement, il y a généralement des insights qui permettent de comprendre la complémentarité entre les produits que vous proposez, les services que vous proposez et l'objectif ultime du client. D'accord. Donc, on a parlé de lien avec le marketing, on a parlé de données à utiliser par le commercial, on a parlé de l'art ou de la science de poser des questions pertinentes. Alors oui, là je t'arrête, l'art ou la science. Ouais. C'est assez intéressant. Souvent, je pose la question à des commerciaux, je leur demande est-ce que la vente est, d'après vous, plutôt un art ou plutôt une science ? Et les réponses sont généralement assez tranchées. Il y a des gens qui disent c'est un art, on doit improviser, on doit tchatcher, c'est un mot qu'on n'utilise plus, mais on doit allez, j'y vais et puis ça va bien se passer quoi. Je suis un artiste. Par opposition aux jeunes startups qui maintenant cherchent à déployer, qui montrent l'exemple en déployant parce qu'elles n'ont pas de trésorerie et qu'elles peuvent pas vivre pendant les 6 mois qui viennent si elles ne décrochent pas des gros contrats. On voit des startups qui déploient des processus commerciaux stricts qui sont A/B testés, qui sont mis à l'épreuve du marché, mais qui sont où ils testent plusieurs solutions, ils trouvent les meilleurs langages, les meilleurs mots, les meilleurs arguments, le pitch parfait. Alors voilà. Et donc ça, c'est bien d'avoir ça. Pas qu'il faut que tous les commerciaux pitchent parfaitement tout, mais il faut marier l'art et la science du digital, la science des outils, la science de tous les outils, les 7000 outils qu'on appelle les outils Martech. Ouais. Là aussi, il y a un épisode, il y en a même 3 sur les outils pour le commercial. Donc le commercial, ça devient Shiva, hein. Il doit manier les outils, l'art et la science de poser des questions, la manipulation des données et les relations avec le marketing. Est-ce que, selon toi, les commerciaux actuellement en poste ont les compétences nécessaires pour appliquer tout ce qu'on dit ? Alors, la réponse, mon capitaine, ce serait certains oui, certains non. Certains n'ont pas les compétences nécessaires, mais c'est normal, ils ont été recrutés il y a 3, 5, 10, 15 ans, 20 ans, avec un ensemble de compétences qui n'étaient pas forcément celui qu'on cherche aujourd'hui. Pendant longtemps, on cherchait des chasseurs de gibier qui vont être le plus rapidement pouvoir ramener une proie pour
pour la dépecer. Et puis maintenant, on leur demande d'être des éleveurs, connaissant des éleveurs de gibier, connaissant chacun leurs bêtes par leur petit nom, les nourrissant avec amour au fil du temps pour obtenir le meilleur résultat possible sur le long terme. Enfin, et puis d'être digitaux, oui. Les commerciaux en poste actuellement n'ont pas forcément les compétences nécessaires. Certains, et puis ils n'ont pas forcément l'exemple. C'est-à-dire que les directeurs commerciaux, directrices, directeurs, les dirigeants commerciaux, les dirigeants d'entreprise, qui depuis 20 ans vendent avec une méthode bien précise, on voit que ça marche de moins en moins bien. On a vu la fin du mailing, du spam, de l'emailing, on a vu la fin du cold calling. On a vu que tout ça, les performances marchaient de moins en moins bien. Eh bien, voilà, quels sont les nouveaux gestes, les nouvelles habitudes. Et donc, souvent, c'est très difficile de changer des habitudes. Moi, par exemple, ma femme me dit, Jean-Philippe, il faudrait que tu perdes du poids quand même. Et je me dis, puis, il y a un très bon bouquin qui s'appelle Little Habits, je crois, qui est sorti aux États-Unis il y a un mois ou deux, qui explique justement que si on veut perdre du poids, il faut faire des pompes. Mais faire des pompes, j'ai pas l'habitude d'en faire. Et ce qu'explique ce livre, c'est que ce qu'il faut, c'est pas faire 50 pompes par jour. Ce qu'il faut, c'est prendre l'habitude de se mettre sur le sol et de faire une pompe. Et le lendemain, pas 2 mois après, d'en refaire une. Et le lendemain, pas le moment où le coach sportif revient vous voir ou le formateur en social selling ou en méthode de vente moderne vient vous voir pour vous dire bon alors aujourd'hui nous allons faire cet exercice. Non, il faut le lendemain et puis chaque jour faire une pompe. Et si on fait une pompe une fois par jour pendant 15 jours, eh ben au bout d'un moment on s'en est pas rendu compte mais on en fait 3. Au bout d'un moment on en fait 5. Au bout d'un moment on en fait 10 avec le sourire et un jour on en fait 50. On a pris une nouvelle habitude. Ouais. Mais en déclencher français, ça, ouais, c'est difficile. En français, il y a, je ne sais pas si c'est le même bouquin, mais tu as La force des habitudes. Oui, c'est ça. C'est ça, ouais. Et t'expliques ça effectivement que créer les routines, c'est le meilleur moyen de créer le changement. Créer des routines. Et ce qui est frustrant, en fait, c'est ce qui a inspiré un petit peu le thème aujourd'hui de ce talk, de cet échange, ce podcast, c'est une des causes d'échec de la transformation des méthodes de vente. Une des causes d'échec de la transformation des méthodes de vente dans les entreprises, c'est que il y a une habitude qui consiste à ce que pendant le sales kick-off, on fait venir un bonhomme qui va motiver les troupes ponctuellement une fois par an, et puis ensuite ou deux, 3 fois par an, et puis ensuite on fait venir un formateur qui vient former tout le monde à des méthodes de vente. Mais après que ce sales kick-off se soit terminé à la fin de la journée, si le bonhomme était inspirant, il va rester des souvenirs pendant une semaine ou 2 semaines. Mais très rapidement, on revient à des habitudes et après qu'un formateur soit parti, c'est pareil. S'il n'y a pas un coaching dans la durée, un accompagnement dans la durée des forces de vente, ça fait, Jacques Chirac disait, ça fait le cheat, mais ça fait le cheat. Ouais. Donc, et puis si les dirigeants commerciaux ne sont pas les premiers à bouger, voilà. Donc, c'est d'où l'importance de. J'avais écrit un article là-dessus, mais effectivement de quelqu'un responsable au sein de la boîte, donc qui peut être interne ou externe, responsable de l'entraînement et du coaching des commerciaux et du maintien des compétences ou de l'amélioration des compétences des commerciaux. Les Américains, ils appellent ça les sales ops ou parfois les sales enablers. Oui, exact. Oui, il y a énormément de titres aux États-Unis. Enfin, ils ont ce marché qui permet d'avoir un grand nombre de métiers. En vente aux États-Unis en ce moment, vous pouvez très bien, pendant un process de vente, avoir 4 interlocuteurs différents. Ouais. Celui qui va vous social seller et vous contacter sur les réseaux sociaux, celui qui va vous nourrir d'insights qui vous aide à réfléchir à votre problématique, etc. Enfin, et puis le closer à la fin éventuellement. Et puis même après la vente, vous avez le Customer Success Manager. Il y a un bouquin fabuleux là de Van Coy, le bouquin Winning by Design. Ouais. La série de livres justement sur où il a regroupé l'ensemble des process de vente, des funnels de vente et des métiers pour arriver à avoir un process qui soit très clair. Voilà, ça c'est un bouquin qui est intéressant. Donc voilà, tout change à une vitesse où les organisations ont du mal à suivre.
D'accord. Alors, on a parlé un peu d'outils, d'éléments de langage. Tu m'en as parlé un peu en off. Selon toi, il y a peut-être trop d'outils et peut-être aussi trop de changements d'éléments de langage. Alors, en fait, les outils, déjà, c'est vrai qu'il y en a, c'est un tsunami phénoménal. Et ça fait peur, d'ailleurs, quand il y a beaucoup trop de choix. Tu vas dans un restaurant, dans le menu, tu te rends compte qu'il y a 28 pages avec des entrées. Tu sais plus quoi choisir, tu es complètement paralysé. Ben là, c'est la même chose dans la vente. On dit, voilà, il faut digitaliser la force de vente, il faut avoir LinkedIn. Alors, LinkedIn essaye de vendre des trucs comme LinkedIn Premium ou LinkedIn Sales Navigator, qui, quand on ne sait pas se servir du LinkedIn de base et faire du social selling, c'est déjà inutile de grader si on ne sait pas utiliser la version de base. Donc, faut se former à tout ça. Donc, il y a LinkedIn, il y a avoir un CRM. Tout le monde n'en a pas forcément un qui soit parfaitement adapté. Et puis, au-delà de ça, il y a plus de 7000 outils. Il y a 2400, ça a été listé il y a quelques jours, il y a 2400 logiciels, outils, applications et processus digitaux pour pouvoir aider les commerciaux ou aider le marketing à être un peu plus efficace, à aller plus vite, à automatiser quelques parties de leur processus, à mieux communiquer avec les prospects, à gagner du temps pour prendre des rendez-vous. Enfin, il y a énormément de choses qui sont déployées et ces startups vivent et survivent. Enfin, il y a des vrais nouveaux super pouvoirs. Ouais. Mais devant un tsunami avec 7000 outils, question, lesquels choisir? Ouais, surtout que ça change rapidement. Hein. Moi, j'ai des outils que j'utilisais il y a un an, maintenant j'utilise d'autres outils. Ouais. Oui, ça change en permanence. Moi, parmi les outils que j'utilise, il y a certains outils que je ne connaissais pas il y a un mois. Enfin, parmi les 10 ou 15 ou 20 outils que j'utilise régulièrement, il y en a 3, 4, 5 qui me sont apparus dans les 30 derniers jours. Ouais. Et où j'ai abandonné un outil, ou alors j'ai abandonné le fait de faire parfois manuellement certaines choses pour pouvoir automatiser, pour pouvoir gagner du temps. On parlait des éléments de langage. Donner des pistes aux acheteurs qui soient pertinentes pour les aider dans leur réflexion, ça nécessite que le commercial, il peut pas tout sortir de son cerveau. Il faut qu'on lui donne des arguments, des éléments, des comparatifs, des choses. J'utilise un outil qui est fabuleux, qui s'appelle TextBlaze, par exemple. C'est un peu comme imaginez un archer qui en 3 secondes, il décoche une flèche et il a tous les types de flèches en fonction de l'endroit où il vise dans son carquois, et en 2 secondes, même en 1 seconde, un archer professionnel lance une flèche sur sa cible. Et bien là, j'ai un carquois avec des phrases, j'ai une bibliothèque avec toutes les phrases les plus abouties, les plus complètes, les plus compréhensibles, les plus utiles, les plus adaptées à un certain nombre de situations. J'ai plus de 350 phrases qui sont dans une bibliothèque de phrases. C'est un outil qui s'appelle TextBlaze, par exemple. D'accord, c'est américain? Oui, c'est américain, blaze.today. Ouais. Ok, j'irai voir ça. Ouais. Ah, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Et donc, pour certaines entreprises, j'aide leurs commerciaux à regrouper quels sont les éléments de langage les plus utiles, de manière à donner une bibliothèque d'éléments de langage que les commerciaux peuvent marier avec l'improvisation qu'ils ont l'habitude de faire. Et au moins, c'est des éléments de conversation, ça vient enrichir les choses. Donc, voilà, des outils, il y en a plein que j'ai pu découvrir récemment. Alors, il y a des gadgets aussi, et il faut avoir le temps de tester. Alors, en fait, la question que me posent beaucoup de personnes, c'est sur quels critères est-ce que je choisis? Face à 7000 outils, c'est pas possible. D'abord, j'ai pas le temps de me plonger dedans. Comment je fais? Bon, alors là, je peux pas m'empêcher de leur répondre. Bah oui, mais si j'ai un sales tech lab, si je teste autant d'outils avec autant de personnes, c'est justement pour pouvoir vous aider. Donc, on peut faire appel à des experts extérieurs, à condition qu'ils soient neutres par rapport aux outils, mais on peut faire appel à des experts extérieurs. Mais les outils, alors quelqu'un d'IBM m'avait dit, le plus important dans un outil quand on veut le tester, c'est qu'il soit désinstallable à faible coût et très rapidement. C'est-à-dire que ça ne déstabilise pas toute l'organisation. Quand on dit à toute une organisation, on va déployer tel outil de CRM, on va déployer SAP ou tel ERP ou tel logiciel qui va impacter toute l'organisation, et qu'ensuite on se rend compte qu'on s'est planté, eh bien parfois certains outils sont désinstallables ou alors ont un coût de désinstallation très important.
Ouais, Mais là, on parle pas de ça. On parle pas de. Oui, il faut que tout le monde ait HubSpot ou Salesforce ou un outil similaire. Oui, il faut un CRM. Oui, il faut certains outils de marketing automation. Ensuite, il y a des victoires rapides. Il y a des outils rapides à installer qui sont presque indispensables dans la corbeille de la mariée, comme par exemple, je pense toujours à GetQuanti, qui s'appelle Get plus avant, GetQuanti, c'est juste un outil. Bon, il y a des concurrents, il n'y a pas de souci, mais GetQuanti est un outil qui permet de détecter qui sont les visiteurs anonymes, ceux qui ne se sont pas identifiés, les visiteurs B2B, donc ça respecte le RGPD, on pourra en parler longuement, mais qui sont les visiteurs qui viennent sur mon site web. Ah oui. J'ai prospecté en janvier Danone pour leur vendre les fraises surgelées, car je suis producteur de fraises surgelées et j'ai envie d'en vendre pour les yaourts Danone. Et Danone m'a dit, en janvier, Danone m'a dit, il y a 8 mois, ou il y a 10 mois, Danone me dit, je vous rappellerai d'ici 1 an parce que pour l'instant, on a nos fournisseurs pour les fraises, on n'a pas envie de changer. Et vous avez programmé de les rappeler X mois après. Seulement, donc dans 2 mois, vous avez prévu de rappeler l'acheteur de Danone. Mais, hop, ce matin, à 9h47, l'adresse IP de Danone est venue se connecter à votre site web pour pouvoir regarder la page concernant les fraises. Et ils y sont restés pendant 38 secondes et ils ont imprimé tel élément, téléchargé telle chose, sans s'identifier. Quand on télécharge, en général, il y a un formulaire qui demande aux gens peut-être de s'identifier, mais s'ils viennent juste visiter la page, on le sait pas. Donc voilà, ça c'est des outils. Donc il y a des outils indispensables, les CRM et autres. Il y a des outils qui sont des victoires rapides, très facilement testables, installables, désinstallables, mais qui apportent une valeur ajoutée immédiate, comme par exemple GetQuanti. Ça permet de rappeler l'acheteur en question de Danone 2 mois avant ce qui était prévu, en lui disant bonjour, je vous appelle, je voudrais savoir dans quelle mesure on pourrait à nouveau bientôt parler de fraises, pour entendre l'acheteur vous répondre merci de m'appeler maintenant, c'est exactement le timing est parfait. Ouais. Le timing est parfait. Et vous savez que le timing est parfait parce que vous avez de la data web. Donc, il y a des victoires rapides. Et puis, il y a des choses qui nécessitent un coaching et un accompagnement. TextBlaze, par exemple, pour arriver à synthétiser les éléments de langage de tout le monde, c'est bien d'avoir un coach spécialisé dans ce genre de démarche. Et puis, vous avez des gadgets, des outils éphémères. Vous avez des outils qui ne sont pas conformes au RGPD, donc, mais qui existent quand même et qui font un revenu mensuel récurrent important, qui existent quand même parce que des startups vont être peu soucieuses de l'aspect peut-être RGPD de certains outils qui, par exemple, Casper ou d'autres, comme CRM, Casper, Lucha et bien d'autres, qui vont aller chercher des numéros de téléphone de vos prospects automatiquement, chercher des adresses email, etc. Donc il y a des outils qu'on peut pas utiliser, qui sont pas RGPD. Et puis vous avez des outils très innovants, comme par exemple Gong.ai. Gong.ai ou IO, je sais plus. C'est IO, ouais. Gong, c'est un système qui va comprendre en temps réel la conversation téléphonique qu'un commercial peut avoir avec un prospect pour venir un peu comme un souffleur de théâtre. Enfin, l'opération ultime, c'est ça, c'est de venir lui souffler à l'oreille en disant parle de ça, il a dit ça, réagis là-dessus, rebondis là-dessus. Voilà. D'arriver à être un coach, bon, ça, ensuite, c'est un gadget, ça fonctionne qu'en anglais pour l'instant, on va voir plus ça. Et puis, il y a une autre catégorie d'outils, là, je termine, mais vraiment, faut différencier ces catégories d'outils, sinon on ne s'y retrouve pas. Il y a une autre catégorie d'outils qui est les outils qui structurent votre process commercial. Et parmi ces outils, des outils comme Showpad, par exemple, alors, ça donne lieu à un nouveau mot de vocabulaire, mais c'est le mot guided selling. Aux États-Unis, on parle de guided selling, c'est la vente guidée. Le commercial n'ayant pas forcément toutes les compétences, toute l'expertise pour pouvoir maintenir une conversation et amener le prospect là où il veut, eh bien, par le biais de l'ordinateur du commercial ou d'un téléphone ou d'une tablette, eh bien, on peut s'asseoir à côté et non pas forcément face à face, dans une posture un peu guerrière face à sa cible, mais s'asseoir à côté d'un acheteur et lui dire regardez, tiens, regardons le même écran ensemble.
Venez à côté de moi, regardons le même écran ensemble, et on va naviguer dans une sorte de carte heuristique, de mind map, pour passer d'un sujet à l'autre et pour aller vers les éléments qui vous intéressent. Donc ça guide la conversation, ça structure les rendez-vous, ça collecte de la data sur les centres, ça permet de poser les bonnes questions aux prospects, de leur montrer les bons éléments de contenu, d'envoyer un compte rendu automatiquement à la fin du rendez-vous, parce que si parmi une présentation de 300 slides, c'est la slide 8 et 47 qui intéresse le prospect, en 2 clics, il recevra les slides 8 et 47 uniquement, qui aidera cet acheteur à ensuite en parler en interne. Et puis, voilà, ça structure et ça récolte de la data sur les meilleures pratiques des meilleurs commerciaux pour permettre d'apprendre, de conseiller les commerciaux qui ont moins de succès en leur disant, regardez, voilà les parcours qui sont faits lors des entretiens face à face. Voici ce que les meilleurs commerciaux montrent et mettent en avant en fonction des prospects. Donc, il y a à la fois guider des outils comme Gong.io ou Showpad pour guider la vente, du contenu qui sera plus personnalisé et où le marketeur a le nombre de vues de chaque chose, sait si un livre blanc est utilisé en rendez-vous. Enfin, en tout cas, il y a des outils aussi structurants. Donc, je termine là-dessus, mais c'est important de régulièrement remettre en doute les processus, les outils, les dialogues, les conversations, les solutions qu'on utilise, sans ébranler tout à la fois, mais en testant, avec parfois des pressions pilotes ou pas, et en testant des outils, en faisant attention de ne pas prendre des outils qui seraient non difficilement désinstallables, et en prenant des outils qui sont des victoires rapides, en prenant des outils structurants comme des CRM et en les paramétrant comme il faut, etc. etc. Donc là, il y a un enjeu assez fort pour les dirigeants commerciaux qui vont devoir à la fois tester, choisir, changer des process au sein de leur entreprise. Oui, ils vont devoir tester. Et puis, tester des process avant de les changer. Oui. Être en mode test and learn permanent. C'est-à-dire, une personne, 2 personnes vont tester telle nouvelle approche, voir si ça fonctionne, voir les résultats, etc. Alors qu'il y a une résistance au changement qui est importante. Donc, il faut que les dirigeants commerciaux, mais il faut que les dirigeants commerciaux, mais aussi les dirigeants généraux, les généraux de la bataille soient là et comprennent que il faut que le PDG d'une entreprise ou son directeur général adjoint s'intéresse à la première source de revenus de l'entreprise, qui est la vente. Ouais. C'est pas, je sais qu'il y a beaucoup d'écoles de commerce où on apprend à être un leader et pas à être un compteur de haricots ou un vendeur. Mais il faut absolument s'intéresser à ces processus de vente et ne pas les laisser aux mains du marketing seul, ni aux mains des commerciaux seuls. Oui, les commerciaux ne voudront pas changer. Les commerciaux ont du mal à changer et à changer leurs habitudes. Ils ne comprennent pas pourquoi on leur demande de changer. Les marketeurs n'ont pas forcément été commerciaux. D'ailleurs, tiens, j'en fais une parenthèse, on a dit que les commerciaux n'avaient peut-être pas toutes les compétences. Les commerciaux recrutés il y a 20 ans n'ont peut-être pas, c'est pas une question d'âge, n'ont peut-être pas forcément toutes les compétences pour être un très bon commercial moderne maintenant avec tous ces changements. Mais le marketeur aussi. Peut-être que le marketeur issu d'une école où on parlait des 4 P du marketing et de communication il y a quelques années n'est pas un marketeur, quelqu'un qui s'intéresse au martech, au marketing technologies, aux technologies marketing, à tous ces nouveaux outils. Peut-être que le marketeur aujourd'hui n'est pas quelqu'un qui a été formé à la vente. Peut-être que le marketeur, son dernier rendez-vous commercial B2B face à un client dans une situation de vente, pas dans une situation de rencontre sociale. Peut-être que les marketeurs ne vont pas assez en rendez-vous. Et puis, on parle de la direction générale, de l'application de la direction générale, mais la rémunération. Est-ce que les plans de commission, les plans de rémunération, les plans de commission Là-dessus, tu vois, je cherche justement quelqu'un pour faire un épisode sur les plans de commission. Ouais, et souvent, c'est un sujet un peu tabou. Les directeurs commerciaux ne veulent pas forcément expliquer comment ils fonctionnent, etc.
Donc, je vois là aussi, il y a souvent une question importante qui est pas toujours. Oui, ils veulent pas forcément peut-être dévoiler les secrets Oui, qui dévoilent les jalousies, donc ils veulent pas venir parler peut-être de leur. Tu peux pas avoir peut-être un seul interlocuteur qui vienne parler de son plan de commission parce que oui, c'est très sensible. Mais d'un autre côté, peut-être que c'est une table ronde avec ouais, trois personnes qu'il faut faire venir, hein, en disant un débat, quel est le plan de commission idéal dans le cadre de la vente moderne. c'est ça. Ce serait Et c'est très un vrai intéressant, je sujet. pense. Par exemple, une des grandes questions qui est posée souvent quand je fais des brainstorming ou des discussions avec des dirigeants sur les plans de commission, c'est c'est une question choquante, attention. Tu es prêt? Faut-il faire payer les leads aux commerciaux? Le marketing génère des leads qui ont un certain niveau de qualité, marketing qualified lead, sales qualified lead, et hop, on passe les leads aux commerciaux. S'il n'y a pas un alignement, ce marketing, s'il n'y a pas un alignement clair des objectifs et des moyens entre le marketing et les sales vont se plaindre que le marketing lui donne des leads. Quand ils appellent les gens, les mecs sont pas prêts à acheter, parce que le marketing a envie de noter dans son tableau, dans son dashboard de performance qu'il envoie beaucoup de leads aux commerciaux, pour dire ensuite, c'est les commerciaux qui sont pas bons, ils n'arrivent pas à closer mes leads. Et les commerciaux qui disent, c'est le marketeur qui m'envoie des leads qui sont pas mûrs. Ouais. Donc ils se renvoient la balle et puis ça marche pas. Donc il faut un meilleur alignement sales marketing pour savoir exactement ce que c'est qu'un lead qualifié qu'on peut passer à un commercial. Petit 2, il faut que le commercial comprenne le processus de nurturing des leads pour pouvoir ensuite dire j'ai appelé celui-là, il n'était pas mûr, je te le remets dans ta boucle de nurturing et qu'ils comprennent à quel stade ça peut revenir en marketing qualified lead, que le commercial comprenne ce process-là. Et puis il y a un autre truc, c'est que souvent les commerciaux, et c'est directement humain et c'est lié au sujet qu'on avait à l'instant qui est les plans de commission, tu as des commerciaux qui disent j'ai un client avec qui je suis en train de négocier pour essayer de closer depuis 3 mois, et il faut que je m'en occupe cet après-midi et demain et après-demain. Et puis j'ai plein d'urgences pour closer des trucs. Et puis de l'autre côté, j'ai des leads qui arrivent. Alors les leads, souvent, les commerciaux les laissent refroidir. C'est un peu comme un café. Quand le café est gratuit, on te déverse des cafés, on te dépose des cafés sur ton bureau, mais comme ils sont gratuits, tu peux les laisser refroidir. C'est pas grave, si tu l'as laissé refroidir, tu le balances. Et puis quand tu es un lead que tu as laissé refroidir, si tu appelles si tu appelles ensuite ton client, ton prospect, c'est un lead. Tu appelles ce lead avec 3 jours de décalage, le bonhomme, mais il est déjà parti très rapidement. Grâce à la vitesse du digital, il a déjà trouvé d'autres fournisseurs, il a déjà eu d'autres prix et il avance avec quelqu'un d'autre. Et toi, tu vas avoir quelle réaction? Tu vas pas dire oh là là, j'ai laissé le lead refroidir et il a trouvé un besoin ailleurs et donc il m'a envoyé bouler. Non, tu vas dire au marketing, vos leads sont de mauvaise qualité. Et donc toi, tu dis qu'un lead, ça a de la valeur et du coup oui, quand tu calcules le coût d'acquisition des clients, le CAC, tous ces coûts marketing et sales, tu te rends compte qu'un lead qui est transformé ensuite en client a un coût d'acquisition qui est de 500 € par nouveau client. Enfin, tu te rends compte qu'un lead, ça vaut 50, 100 €, 150 €. Donc, si je te mets sur ton bureau un truc qui vaut 150 € de budget marketing, une boîte qui fait, prenons une petite boîte qui fait 2 millions de chiffre d'affaires et qui a 120 000 € de budget, qui va générer des leads, un lead, c'est tout de suite 50 €. Donc, si je te mets un café qui vaut 50 € sur ta table et que je te dis pour toi c'est gratuit, tu le laisses refroidir. Alors que quand tu achètes, quand tu as une cafetière dans la cuisine de ton entreprise et que le café est gratuit, tu le laisses refroidir. Tu dis il a refroidi, c'est pas grave, je le jette. Alors que quand tu vas au Starbucks, que tu payes 5 € pour la tasse où on a marqué ton nom et où et elle est précieuse cette tasse et ton café, tu vas pas le laisser refroidir. Ouais. Et tu l'as payé 5 €. Eh ouais, alors voilà, t'as fait la queue pour la boire et voilà. Donc la question une des questions parfois que je pose est la suivante, c'est peut-on faire un test dans une organisation? Je regrette qu'il y ait trop peu d'organisations qui fassent ça en disant aux commerciaux, voilà, c'est très simple, on modifie le plan de commissionnement. Désormais, vous allez avoir certains leads
qui vont être gratuits et d'autres leads qui vont être payants. Ils sont payants parce qu'ils nous coûtent de l'argent. Alors en fait, on va mettre un lead en vente à 100 euros. D'ailleurs, il y a des leads qui sont achetés à des boîtes externes. Companeo génère des leads, etc. Et les sociétés les achètent. Donc, un lead a un vrai coût. Donc, voilà, on a 5 leads ce mois-ci à 100 euros. Voici un lead à 100 euros. Quel commercial veut s'approprier ce lead? Mais c'est comme un café Starbucks. Si tu le payes, le mec va l'utiliser. Donc, on vous propose ce lead, il vaut 100 euros. Si tu dis, moi, Jean-Philippe, j'ai envie de traiter ce lead, eh bien, on va te déduire 100 euros de la comptabilité de ta rémunération, de ton bonus, de tes commissions du mois. On va te déduire 100 euros. Okay. Mais d'un autre côté, ce lead, il a été nurturé, il a été géré avec, tu sais exactement le travail qu'a fait le marketing. Le marketing et les sales se sont entendus pour arriver à un niveau de qualité important. Et donc, si tu prends ce lead et que tu t'en occupes bien, tu vas générer X euros de commission. Donc, X euros de commission moins les 100 euros, 3 000, 5 000, 10 000 euros de commission moins les 100 euros du lead. Ah, ça vaut peut-être le coup de s'occuper du lead. Alors, il y a des commerciaux qui vont dire, j'ai pas envie de payer des leads. Donc, je me débrouille, je prospecte ou je prends qu'une partie de leads qui sont les leads gratuits. Et puis, pour les meilleurs leads, où le marketing veut absolument, ou la direction générale veut absolument que l'entreprise aille vite à déployer ses leads et à les suivre et ne les laisse pas refroidir comme un vieux café, eh bien, comme un café gratuit, eh bien, vous avez le choix de les acheter, de les suivre et de voilà, les gens seraient sûrement beaucoup plus motivés. Ouais, c'est une démarche, voilà. Atypique. Voilà, une démarche saine. Et puis en plus, on peut avoir un système, et c'est uniquement là le directeur financier qui peut être un peu créatif, on peut avoir une démarche saine en se disant plus vous achetez des leads qui se transforment, et plus la commission est élevée. Plus ils deviennent gratuits pour vous. Oui. Comme ça, le risque est récompensé. Et ouais, risque et récompense. Ou si vous avez ce lead qui vous coûte 100 euros, vous alliez avoir une commission de 3 000 euros sur le truc, mais si vous l'avez payé 100 euros, vous n'aurez pas une commission de 3 000 euros. Vous aurez une commission de 3 300 euros. Oui. Donc prenez-le en le payant ou pas. Si vous le prenez en payant, un commercial qui accepte, il peut prendre tous les leads de la boîte. C'est une question d'offre et de demande, d'enchère entre les commerciaux. On met des leads à disposition, on explique comment ils ont été nurturés et les gens décident de les prendre ou pas. En tout cas, il y a une réflexion à avoir, il y a une action à avoir, il y a un test and learn à faire sur peut-on changer. On sait que le plan de commissionnement a toujours été un moyen d'inciter les commerciaux et toute l'entreprise dans un comportement, d'aligner les comportements des gens sur les objectifs de l'entreprise. Oui, très intéressant. Là aussi, c'est l'objet d'un épisode en entier qu'on pourrait faire. Ouais, on va passer aux dernières questions, Jean-Philippe. On arrive à une cinquantaine de minutes. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce thème qu'on a traité, sur les blocages à la modernisation de la vente? Est-ce que tu veux synthétiser peut-être tout ce qu'on s'est dit avant de passer aux dernières questions? Les blocages à la modernisation de la vente, c'est les habitudes, ouais. La complexité du nombre d'outils, le manque de temps, le fait de ne pas avoir le temps de tout tester, le fait de continuer à concevoir l'accompagnement par des formateurs extérieurs comme des démarches ponctuelles. Ouais. Moi, j'ai pas envie de vendre une journée ponctuellement dans une boîte, de m'en aller, et puis voilà, j'ai envie de vendre 60 journées d'accompagnement aux mêmes clients sur les 2 ans qui viennent, avec une vraie stratégie long terme d'amélioration de leurs chiffres. Ouais. Donc il y a et puis la formation, le recrutement, et puis la peur des outils digitaux, le niveau d'expertise des commerciaux. Tu vois, mon Dieu, il y a un vaste chantier à faire. Mais il y a une vraie différence entre les entreprises qui mettent en place le self-enablement. Tiens, c'était le terme que tu avais utilisé au début, on l'a pas expliqué. Ouais. Les Québécois appellent ça l'autonomisation des forces de vente, leur donner tout ce dont ils ont besoin pour être des super-héros. Tout ce travail-là, c'est un grand chantier et il faut le voir dans la durée, quoi. Donc,
Ouais, donc avec les piliers du Sales Enablement qui vont être l'entraînement, le coaching, la formation et la création de contenu pour les commerciaux pour faciliter leur travail. Voilà. Et puis, on n'a pas parlé des data, on n'a Des data. plus le temps, ce sera l'objet, mais au-delà du CRM, il y a la data firmographique, avoir des signaux d'affaires puissants sur les besoins des acheteurs. Une société crée une filiale, elle aura besoin d'acheter des ordinateurs. Une société dépose un brevet, c'est dans la base de brevets de l'INPI, elle aura besoin d'embaucher des développeurs et des gens pour mettre en place cette nouvelle invention. Ouais. Donc la data est quelque chose de très puissant. Donc il faut aussi data B2B est un truc très puissant. Ouais, très bien. Et pour conclure avec toi sur le thème du jour, j'avais discuté avec un fonds d'investissement, donc c'était Partech, et je leur ai posé la question, c'est quoi un peu les patterns que vous retrouvez chez les entrepreneurs qui réussissent? Et l'un des patterns qu'ils m'avaient cité et que j'avais retenu du coup avant de faire ce podcast, c'était les meilleurs entrepreneurs, en fait, c'est ceux qui sont obsédés par la vente et qui veulent en permanence améliorer les process de vente de leur entreprise. Et c'est un peu ce qu'on dit. Écoute, moi, chez Dow Jones, j'ai été obsédé par la vente et l'amélioration des process. Et toutes mes promotions, j'étais commercial à Paris, j'étais directeur commercial Belgique, Hollande, Luxembourg. J'étais directeur commercial pour la moitié de l'Europe avec 18 personnes sur 8 pays à gérer tout ça. Donc, toutes mes promos me sont toujours venues grâce au fait d'atteindre et de dépasser largement les objectifs avec mes équipes par rapport à tous les autres pays, avec des marchés plus petits mais avec plus de revenus et une meilleure rentabilité. Et c'était toujours dû à non pas à mon talent de tchatcher ou de je ne sais quoi, à mon talent d'artiste commercial, mais plus à la recherche continue d'amélioration continue des process commerciaux et de savoir coder un CRM moi-même ou de savoir faire des choses, donc d'expérimenter des choses. Bon, donc, je suis complètement en phase avec ce que dit Partech. Bon, très bien. Comme ça, on a fait la conclusion du sujet. Sur les dernières questions du podcast, on en a parlé un peu. Est-ce que tu as du contenu à nous conseiller? Oh là, du contenu à conseiller. Bon, effectivement, les listes de Winning by Design sont formidables. Ouais. Je suis vraiment en train de m'inspirer énormément de ça pour déployer et accompagner des entreprises en ce moment. Alors, moi, mon contenu, en fait, j'achète, comme toi, une quarantaine de livres à l'année sur tous ces sujets-là, sur la vente, sur la data, sur les nouvelles technos, sur les martech, les sales-tech. Mais surtout, j'utilise un outil de curation. Et c'est indispensable. Au lieu de conseiller un livre ou une vidéo, j'utilise un outil de type Feedly, The Old Reader ou un autre outil, mais un outil de curation. Et je surveille plus de 1600 blogs d'éditeurs de logiciels, tous les éditeurs de logiciels Sales-Tech qui ont un blog intéressant. Je suis des centaines de blogs sur tous les sujets des nouvelles technologies, des méthodes de vente et autres. Je dois avoir à peu près 84 000 articles en retard, pas pour les lire, mais au moins de les passer en revue et de regarder le titre et de voir si j'ai envie d'aller plus loin avec cet article-là. Et chaque jour, je m'astreins à passer en revue 150, ça me prend 20 minutes chaque jour. Ah ouais. C'est comme faire mes pompes le matin. Chaque jour, en 20 minutes, je passe en revue 150 articles sur les sujets de la data, de la vente, de l'intelligence artificielle, des outils de tech et autres. Je passe en revue 150 articles, je regarde le titre. En général, dans les 150, j'en trouve une dizaine qui attirent vraiment mon attention. Sur ces 10, en général, je vais en avoir 3 qui vont être à l'origine d'un tweet, de 3 tweets différents. Donc je tweet @jcunier. Il va y en avoir un qui va générer un post de LinkedIn. En ce moment, je publie quotidiennement sur LinkedIn sur tous ces sujets. Et puis surtout, et les commerciaux devraient vraiment faire pareil, et bien surtout, il y a un article qui va d'une part améliorer mes formations, il y a toujours un article fabuleux sur 150 qui va améliorer mes formations, mais il y a surtout un article qui va être l'histoire que je vais utiliser ce jour-là ou cette semaine-là, ma meilleure histoire pour faire du storytelling auprès de mes clients. Très bien. Du coup, c'était ma deuxième question, mais tu nous en as parlé un peu, mais est-ce que tu as des routines ou des outils pour être performant? Ça en fait partie.
Écoute, voilà, absolument. Voilà, c'est ça. Avoir une routine, avoir améliorer ses processus en permanence, c'est aussi améliorer ses compétences, ses connaissances en permanence. Donc, voilà, ça, c'est ma gym quotidienne. Mais bon, il paraît qu'il faut que je fasse des pompes. Je vais m'y mettre. Bah, tu ajouteras les pompes à Voilà. à la consultation du On y va. contenu. Ouais. Avec plaisir. Bon, bah super. Dernière question avant de clôturer l'épisode. Est-ce que tu pourrais me conseiller quelqu'un à interviewer prochainement? Alors écoute, je t'avoue que j'aurais pas fait la même réponse si je n'avais pas été à la conférence je vais donner un nom qui est très connu, c'est celui de Michael Aguilar. Ah oui. Je suis allé à une conférence de Michael Aguilar il y a quelques jours. C'est la première fois que j'écoutais Michael et j'ai été assez surpris parce que il a dit des choses extrêmement logiques, claires, saines, mais c'était j'avais l'impression que je savais ce qu'il disait, que je connaissais déjà ce qu'il disait. Mais attention, ce que je vais dire est un compliment, ce n'est pas une critique. Hein. Je mets le cadre. J'avais l'impression que je savais ce qu'il disait. Mais ce qui est formidable, c'est d'aller voir un conférencier et le lendemain, le surlendemain et 3 jours après, de toujours être en train de penser à ce qu'il a dit. Ah oui. La manière dont il a clarifié le puzzle de l'ensemble des questions qu'on peut se poser a fait que je me suis dit, tiens, oui, c'est vrai, ça se relie avec ça peut le faire avant. Ah, tiens, c'est vrai, il y a tel point de blocage. J'y pense toujours 3 jours après. Alors qu'en général, une conférence d'un conférencier, on a tendance, et je sais, je suis conférencier, on a tendance des fois à dire, ah ouais, c'est super bien, qu'est-ce qu'on a rigolé, ah là là, mais le lendemain, on a oublié. Donc voilà, Michael s'exprime peu dans les podcasts, dans les vidéos, etc. Peut-être parce qu'il garde son contenu pour ses clients payants. Mais en tout cas, oui, j'ai bien envie de te conseiller d'accueillir Michael. Oui, bah écoute, je lui ai envoyé un message récemment là parce qu'il passe à Toulouse le 20 avril pour une conférence. Parfait. Donc je lui ai proposé. Bon, j'ai pas eu de réponse encore. Si comme tu es à Toulouse. Ouais. S'il nous écoute, qu'il me réponde et je l'interviewerai. Après, c'est vrai que avec les événements aujourd'hui du coronavirus, j'imagine que certaines conférences vont être reportées ou annulées. Corona, c'est un nouvel outil Martech, c'est ça? Ouais. Non, tu sais quoi, je vais te dire, on plaisante là-dessus, mais je pense que le coronavirus, c'est un formidable outil de transformation de la vente. Oui. Indépendamment des victimes, et j'en suis désolé pour elles et j'espère pas l'attraper, mais indépendamment de ça, ça force tout le monde à apprendre à vendre en vidéoconférence. Ouais. Dans les habitudes commerciales, il y a un mot qui est, je vous propose un rendez-vous téléphonique ou je vous propose un rendez-vous physique. Mais rarement, on dit, on dit, je vous propose une visioconférence. Je vous propose de ne pas venir vous voir parce que j'ai pas envie de passer 2 heures dans les bouchons et que vous n'avez pas envie de bloquer une salle pendant 1 heure. Mais je vous propose de faire des rendez-vous en visio. Et on parlait tout à l'heure, tu vois, tout est lié. On parlait tout à l'heure des plans de rémunération. J'ai un commercial d'un grand groupe coté en bourse qui me disait il y a 4 jours, qui me disait, tu vois, notre plan de commission, on est incentivé sur le fait d'aller en rendez-vous physique chez des clients et les rendez-vous téléphoniques ne comptent pas. Ah ouais, c'est marrant. Ça. Donc des fois, pour dire 3 trucs, on va aller voir le bonhomme. Ouais, c'est fou. Il faudrait pouvoir incentiver les rendez-vous téléphoniques. D'autant plus que, avec des outils comme Zoom, que tout le monde est en train de découvrir en ce moment avec le virus, on peut enregistrer le call avec l'autorisation de son interlocuteur, noter les moments où il a bien expliqué sa problématique, mieux le comprendre, partager ce qui a été dit avec ses collègues pour mieux répondre à des clients. Et tout ça, on faisant gagner du temps à tout le monde. Oui, vous pouvez aussi utiliser Vive sur n'importe quel outil de visio. On peut aussi utiliser, pardon ? Vive. Vive, oui, tout à fait. V-Y-F-E, Vive, absolument. Je vous conseille de recevoir Alexandre, mon cher Alexandre. Voilà. Enfin, en tout cas, voilà. Donc, le coronavirus, j'espère que ça va transformer un petit peu les habitudes de vente et permettre un peu plus de vente, de pouvoir faire 10 rendez-vous dans une journée au lieu d'en faire 2. Ouais, moi, je suis très partisan, notamment parce que je suis en province aussi, mais sur la vente par visio, c'est une culture
qu'on installe dans notre entreprise. La vente par visio, j'ai des clients qui créent, mon initiative, qui créent des groupes WhatsApp avec certains de leurs meilleurs clients pour leur permettre d'échanger entre eux. Il y a plein de nouvelles méthodes de vente qui font que les clients trouvent que vous êtes vachement efficace. Donc voilà, beaucoup de choses à faire. Écoute, belle conclusion, Jean-Philippe. Merci. Ouais, merci de nous avoir partagé toutes ces infos très précieuses. Avec plaisir. Si les gens veulent te contacter, on te contacte sur LinkedIn. LinkedIn, Cugnier, CU2NIET, Jean-Philippe. Et puis par email. Alors là aussi, j'essaie d'être le plus simple à joindre. J'ai simplifié mon email. Mon email, c'est, si on se rappelle que mon nom c'est Cugnier, CU2NIET, mon email, c'est jp@cugnier.com. Voilà, c'est très simple. Ouais, c'est très simple. Voilà. On peut même, tiens, voilà un autre outil que je peux conseiller. On peut même, tu sais, souvent il y a ce ping-pong pour obtenir un rendez-vous. Bonjour, seriez-vous disponible dans 3 jours pour avoir un rendez-vous avec moi? Non, je suis pas disponible dans 3 jours, mais dans 5 jours, et à 16h, à 15h, à quelle adresse, etc. C'est un ping-pong énorme. Je veux dire, on fait perdre aux acheteurs un temps fou à coordonner un rendez-vous. Donc voilà, un autre moyen de me joindre, c'est mon calendrier en ligne. Tout mon agenda est en ligne sur calendly.com, calendly.com/JCU2NIET. Et là, en trois clics, c'est un peu comme Doctolib. En 3 clics, on peut me parler au créneau qui vous arrange. Ouais, Calendly, super outil, voilà, effectivement. Voilà, en fait, c'est être joignable facilement, faciliter la vie de son acheteur. Tu vois, au-delà de dire l'outil Calendly est un outil d'agenda, on s'en fout. Non, ce qui est la valeur, c'est je facilite la vie de mon client qui peut un jeudi soir à 20h planifier un call avec moi et être certain de pouvoir me parler à 8h15 ou à 9h15 le lendemain matin. Ouais, très bien, ouais. Voilà, plein d'outils. C'est un must-have, ouais. Mon Dieu, c'est passionnant. On en reparle bientôt si tu veux de tout ça. Ouais. Ça change sans cesse. À bientôt, Jean-Philippe. Du coup, merci encore. Merci encore de cet échange. À bientôt, Alexandre. À bientôt. Au revoir. Voilà, cet épisode des Héros de la Vente est fini. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez continuer à apprendre sur le thème de la vente, vous pouvez consulter gratuitement du contenu sur mon site web, vive.fr. Vous y trouverez des e-books à télécharger en accès libre. N'hésitez pas aussi à me contacter sur LinkedIn pour me proposer des sujets ou des idées d'interview, ou simplement si vous avez des questions ou un feedback à me donner. Enfin, afin que ce podcast se fasse connaître, vous pouvez le noter 5 sur 5 sur iTunes pour que je puisse monter dans les classements. C'est vraiment important. Merci et à la prochaine!